Vos papiers ne sont pas en règle. Expliquez-vous. Je ne fais que passer. Voici ma documentation complète. Très bien. Levez la barrière. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une période fascinante et complexe de l'histoire, la guerre froide. C'est un sujet qui peut sembler intimidant, mais promis, on va le décortiquer ensemble de manière simple et claire. Alors, installez-vous confortablement, on remonte le temps. Pour bien comprendre, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945. Le monde est en ruine, mais deux superpuissances sortent grandes gagnantes, les États-Unis et l'Union soviétique. Le problème ? Elles ont des visions du monde radicalement opposées. D'un côté, les États-Unis, champions du capitalisme et de la démocratie libérale. De l'autre, l'Union soviétique, porte-drapeau du communisme et du parti unique. Ces deux géants, autrefois alliés contre l'Allemagne nazie, se retrouvent face à face, chacun voulant étendre son influence. C'est le début d'une rivalité qui va durer près d'un demi-siècle. Très vite, l'Europe devient le premier terrain de jeu de cette confrontation. Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique, parle d'un rideau de fer qui s'est abattu sur le continent, séparant l'Ouest, sous influence américaine, de l'Est, contrôlé par les Soviétiques. Pour contrer l'expansion du communisme en Europe de l'Ouest, les États-Unis lancent en 1947 la doctrine Truman et le plan Marshall. C'est une aide économique massive pour aider à la reconstruction et, bien sûr, pour s'assurer que ces pays restent dans le camp capitaliste. L'URSS réplique en créant le Cominform, une organisation pour coordonner les partis communistes européens. Le monde est désormais coupé en deux blocs. Et cette division va se matérialiser de manière très concrète, notamment en Allemagne. Le pays est divisé en 4 zones d'occupation. Berlin, la capitale, située en pleine zone soviétique, est elle-même divisée. En 1948, Staline décide de bloquer tous les accès terrestres à Berlin-Ouest pour forcer les Occidentaux à partir. C'est le blocus de Berlin. La réponse américaine est spectaculaire, un pont aérien est mis en place pendant près d'un an pour ravitailler les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest. C'est la première grande crise de la guerre froide, et elle montre que personne n'est prêt à céder. Suite à cette crise, les alliances militaires se forment. En 1949, les pays de l'Ouest créent l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est un pacte de défense mutuelle, une attaque contre l'un est une attaque contre tous. La réponse du bloc de l'Est arrive en 1955 avec la création du pacte de Varsovie, l'équivalent soviétique de l'OTAN. La logique des blocs est maintenant bien en place, et chaque camp se prépare à une éventuelle confrontation. Mais pourquoi guerre froide ? Tout simplement parce que les États-Unis et l'URSS ne se sont jamais affrontés directement sur un champ de bataille. La raison principale, c'est l'arme nucléaire. En 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique, mettant fin au monopole américain. Commence alors une course effrénée aux armements. Chaque camp accumule un arsenal capable de détruire l'autre plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, attaquer l'autre, c'est s'assurer de sa propre destruction. Cette dissuasion nucléaire a paradoxalement empêché une troisième guerre mondiale. Puisque l'affrontement direct est impossible, la compétition se déplace sur d'autres terrains. D'abord, la conquête spatiale. C'est une véritable course pour prouver la supériorité de son système. En 1957, l'URSS choque le monde en envoyant le premier satellite, Sputnik. Puis le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. Les États-Unis, piqués au vif, répliquent en se fixant un objectif incroyable, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Objectif atteint en 1969 avec la mission Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong. La compétition se joue aussi sur le terrain sportif, notamment aux Jeux Olympiques. Chaque médaille d'or est une victoire idéologique, une preuve de la supériorité de son modèle de société. C'est une guerre de propagande permanente, où chaque camp essaie de montrer au monde entier qu'il représente l'avenir de l'humanité. Mais la guerre froide n'a pas toujours été si froide. La rivalité entre les deux blocs a provoqué des guerres par procuration dans le monde entier. Le premier grand conflit est la guerre de Corée, de 1950 à 1953. Le Nord communiste, soutenu par la Chine et l'URSS, envahit le Sud, soutenu par les États-Unis et l'ONU. La guerre se termine par un statu quo, mais elle a fait des millions de morts et a gravé dans le marbre la division de la Corée, qui perdure encore aujourd'hui. Ensuite,
il y a eu la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est sans doute le moment où le monde est passé le plus près d'une guerre nucléaire. L'URSS installe secrètement des missiles nucléaires à Cuba, à quelques kilomètres des côtes américaines. Le président Kennedy impose un blocus naval autour de l'île. Pendant 13 jours, le monde retient son souffle. Finalement, un accord est trouvé, les soviétiques retirent leurs missiles en échange de la promesse américaine de ne pas envahir Cuba et du retrait de missiles américains en Turquie. Cette crise a eu un effet de choc et a mené à une période de détente, avec une volonté de dialogue pour éviter une nouvelle catastrophe. Un autre conflit majeur est la guerre du Vietnam. Commencée comme une guerre de décolonisation contre la France, elle se transforme en un affrontement entre le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam soutenu par les États-Unis. Les Américains s'engagent massivement, mais s'enlisent dans une guerre de guérilla brutale et impopulaire. En 1975, après le retrait américain, le Vietnam est unifié sous un régime communiste. C'est une défaite humiliante pour les États-Unis et un traumatisme national. Dans les années 80, la tension remonte d'un cran. Le président américain Ronald Reagan qualifie l'URSS d'empire du mal et lance un programme de défense ambitieux, surnommé la guerre des étoiles. L'URSS, de son côté, s'embourbe dans une guerre coûteuse en Afghanistan. L'économie soviétique est à bout de souffle, incapable de suivre le rythme de la course aux armements et de satisfaire les besoins de sa population. C'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir en Union soviétique un homme nouveau, Mikhaïl Gorbatchev, en 1985. Il lance deux politiques révolutionnaires, la glasnost, pour plus de transparence et de liberté d'expression, et la perestroïka, pour restructurer l'économie. Gorbatchev comprend que l'URSS ne peut plus se permettre la guerre froide. Il cherche à apaiser les tensions avec l'Ouest. Ces réformes vont avoir un effet domino inattendu. En encourageant la liberté, Gorbatchev ouvre la boîte de Pandore. Les peuples d'Europe de l'Est, soumis depuis 40 ans au joug soviétique, se soulèvent. En 1989, c'est une vague de révolution pacifique. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, les régimes communistes tombent les uns après les autres. Le symbole ultime de cette libération est la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989. Ce mur, qui incarnait la division du monde, est abattu par la foule dans une liesse populaire incroyable. Les images font le tour du monde. C'est la fin du rideau de fer. Moins d'un an plus tard, l'Allemagne est réunifiée. L'onde de choc atteint l'Union soviétique elle-même. Les différentes républiques qui la composent, comme l'Ukraine, la Géorgie ou les pays baltes, proclament leur indépendance. Affaibli, critiqué de toutes parts, Gorbatchev est dépassé par les événements. Le 25 décembre 1991, il démissionne. Le jour même, le drapeau rouge est descendu du Kremlin pour la dernière fois. L'Union soviétique cesse officiellement d'exister. La guerre froide est terminée. Voilà, c'était un long voyage, mais j'espère que cette explication vous a permis de mieux comprendre cette période cruciale de notre histoire. La guerre froide a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de ses alliances à ses frontières, en passant par les technologies que nous utilisons. C'est une histoire de peur, de compétition, mais aussi d'espoir et de quête de liberté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que l'on traite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.